Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Vous connaissez sans doute la maxime « Connaître le passé permettrait de mieux comprendre le présent ». Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas de simplement retenir un enchaînement de dates, mais de comprendre la représentation que les hommes se font du passé. Et quoi de mieux pour cela que d'en parler avec celles et ceux qui étudient l'histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre pour parler de leurs recherches les plus récentes. Cette émission est disponible simultanément en podcast et sur la radio Aligre FM 93.1 à Paris et en DAB+. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invitée aujourd'hui est Anne Quinchon-Caudal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée d'allemand et docteur en études germaniques. Vous êtes maître de conférences à l'université Paris-Dauphine et chercheuse associée au laboratoire Identité, Culture, Territoire de l'université Paris-Cité. Vos recherches portent notamment sur la pensée raciale dans les pays de langue allemande au XIXe et XXe siècle. Oui. Et vous publiez avant Mein Kampf, les années de formation d'Hitler, chez CNRS Éditions, dans lequel vous retracez les débuts d'Hitler en politique, l'évolution et même la construction de ses croyances, principalement comment il est devenu antisémite fanatique, et l'influence de certains de ses mentors, de ses années de jeunesse jusqu'au putsch manqué de la brasserie de Munich en 1923. J'ai lu sur votre profil LinkedIn que cette publication est l'aboutissement d'un travail de 7 ans. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Et en fait, je serais peut-être amenée à le raconter, mais ce livre a été écrit en plusieurs phases. La difficulté, ça a été d'agréger ces différentes parties. En plus, ça a été un long travail de recherche sur les textes, on va en parler, sur les sources idéologiques d'Hitler. J'ai lu beaucoup de petits recueils de textes, toute cette propagande qui circulait à l'époque. Et ça, évidemment, ça demande du temps. Travail de traduction et travail de connaissance des textes. Est-ce que vous avez utilisé Mein Kampf ? Parce que le livre s'arrête avant. Mein Kampf a été rédigé en prison en 1924-1925 et sa partie autobiographique, elle comporte de nombreux arrangements avec la réalité. Hitler voulant faire croire à une vision du monde et un destin personnel qui lui serait apparu dès l'enfance. Est-ce que vous avez utilisé Mein Kampf ? Oui, bien sûr. Pour tout vous dire, j'ai lu la première fois Mein Kampf quand j'étais adolescente. Donc c'est un livre que je connais très bien. Donc je l'ai lu plusieurs fois et justement, ce livre-là, avant Mein Kampf, vise à démonter le discours d'Hitler, à le déconstruire, comme on dit aujourd'hui. Tout ce discours d'Hitler a montré effectivement comment il y a une grande différence entre ce qu'il dit dans Mein Kampf de lui-même, de son enfance, de sa construction idéologique, et la réalité des faits. Je voudrais juste rappeler en quelques phrases un peu la biographie d'Hitler, donc jusqu'en 1923 pour les auditeurs. En 1908, Hitler a 19 ans. Il y est recalé pour la deuxième fois à l'école des beaux-arts de Vienne. Donc il commence une vie de marginal à Vienne puis à Munich, où il est incorporé comme volontaire dans l'armée bavaroise en août 1914. Il est grièvement blessé en octobre 18 à la fin de la guerre, et puis revient à Munich en novembre. Sans famille, sans travail, sa principale préoccupation est de rester dans l'armée. Et dès cette époque et jusqu'à la fin de sa vie, il adhère au mythe du coup de poignard dans le dos, selon lequel l'Allemagne n'a pas été vaincue militairement mais par des ennemis de l'intérieur, et on verra lesquels. En 1919, l'Allemagne est en proie à une insurrection communiste. En Bavière, c'est la République des Conseils. Donc en juin 19, son supérieur, le capitaine Mayer, le charge de faire de la propagande anticommuniste auprès de ses pairs, de ses camarades. En septembre 1919, il est chargé de cette même mission au sein d'un petit parti nationaliste, le DAP, le parti ouvrier allemand, fondé quelques mois plus tôt par Anton Drexler. Il prend la parole lors de ses meetings, son talent oratoire le fait remarquer et il adhère au parti qui est renommé en 1920 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, donc le parti nazi. Hitler en est le chef de la propagande, puis le chef tout court en 1921. En 1923, en novembre 1923, dans un contexte d'effondrement économique et d'hyperinflation, Hitler croit le moment venu pour prendre le pouvoir par les armes. Il organise un putsch militaire à Munich, le putsch de la brasserie, qui échoue très rapidement. Hitler est arrêté, son parti est dissous, et donc Hitler est incarcéré à la prison de Landsberg. Donc c'est un peu cette période que l'on va voir dans la construction intellectuelle d'Hitler. Oui, je voudrais juste peut-être tout de suite ajouter quelque chose. Dans ce que vous avez dit, tout était exact. Simplement, il y a quelque chose qui n'est quasiment jamais dit, parce que Hitler lui-même l'a caché, c'est que avant d'être envoyé par le capitaine Mayer pour convertir les soldats au non-communisme, enfin pour lutter contre le communisme, Hitler a lui-même été élu 2 fois délégué de caserne. Et donc, une fois sous la République de Weimar et une fois sous la République des Conseils. Donc, il a lui-même été élu
représentant des soldats, ce qui bien sûr il cachera par la suite puisque c'était quand même des soldats très très majoritairement communistes. Et donc dans ces premières années viennoises, Hitler partage une location avec August Kubitschek, qui est donc un de ses meilleurs amis. Il le dit d'ailleurs comme ça, Kubitschek, dans ses mémoires qui est publié en 1953. Quel crédit vous donnez à ces mémoires ? Est-ce que c'est le témoignage de quelqu'un qui veut se montrer proche d'Hitler ou est-ce qu'au contraire il prend ses distances ? Et que dit-il des convictions politiques d'Hitler dans ces années-là ? Alors justement, ça fait partie du cœur de mon travail et le premier chapitre qui est consacré aux années d'Hitler avant 1908-1918 est assez court. Parce qu'en fait, pour ces années-là, on n'a quasiment aucun document fiable. Je reviens sur ce qu'ont écrit beaucoup d'historiens, sur certains très très compétents, mais souvent ils se laissent trop influencer par ce qu'Hitler a dit de lui-même. Si je prends le cas de Kubitschek, il y a des choses qui sont sans doute très vraies sur la vie quotidienne, le goût d'Hitler pour le théâtre, l'opéra, bon tout ça on le sait. Par contre, Kubitschek va faire d'Hitler un antisémite déjà fanatique en 1908. 1910, etc. Or, s'il est probable que Hitler ait été sensible aux thèses antisémites qui avaient cours à Vienne, je dirais un antisémite moyen, comme beaucoup d'Autrichiens de l'époque, ça c'est très probable, absolument rien ne prouve qu'Hitler ait été antisémite fanatique à cette époque-là. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre. Par exemple, Kubitschek dit qu'il a adhéré à un parti antisémite, une association antisémite, mais elle n'existait pas. Elle n'a été créée qu'en 1919. Donc il y a des erreurs chez Kubitschek. Et en plus, le récit de Kubitschek a été écrit à la demande du NSDAP, je ne sais plus exactement quelle année, mais sous le Troisième Reich. Vienne, justement, a été dirigé pendant 2 décennies par un maire notoirement antisémite, Karl Lueger. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'atmosphère ? Est-ce que l'expression colle pour cette période ? Oui, bien sûr. Oui, l'Autriche de 1900, du début du XXe siècle était extrêmement antisémite. Karl Lueger, aujourd'hui, est encore célébré à Vienne. Il a une station de métro, il a une statue, une place, etc. Parce que ça a été un maire qui a pris des mesures très sociales. Mais c'était un maire extrêmement antisémite. Et Hitler, dans Mein Kampf, parle longuement de Karl Lueger. Donc, il lui reproche certaines choses, mais il reconnaît quand même indirectement que c'était un bon maire de ce point de vue-là. On dispose des lettres d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale, dont le contenu est banal. En gros, il prend des nouvelles des gens restés à l'arrière et il donne des nouvelles du front. Vous avez trouvé une seule lettre, qui date de février 1915, dans laquelle il évoque un monde international d'ennemis, et il ajoute que ce ne seront pas seulement les ennemis extérieurs de l'Allemagne qui seront brisés, mais, je cite, que notre internationalisme intérieur se brisera lui aussi. À qui il fait référence ? Alors ça, c'est très très difficile de savoir à qui il pense exactement. Cette lettre, rétrospectivement, on peut faire penser qu'il pense aux Juifs. Mais on n'en a pas de preuve formelle. Ce qui me fait personnellement penser qu'il pense aux Juifs, c'est le mot internationalisme, puisque les Juifs étaient considérés justement comme le peuple apatride par définition. Bon. Ensuite, peut-être qu'il pense aux forces ennemies de l'Allemagne. Ça peut être les alliés. Hein. Donc ça, on ne peut pas vraiment savoir à qui il pense, mais potentiellement aux Juifs. Pour ce qui est de ces lettres dont on dispose de ces années-là. Donc en fait, tous les premiers textes d'Hitler ont été compilés en 1980 par 2 grands historiens allemands qui s'appellent Jekyll et Kuhn, et dans un recueil de textes, avec beaucoup ceux-là que j'ai travaillé. Le problème, c'est qu'il y a eu des faux aussi qui ont été faits. En 1984, Jekyll et Kuhn ont découvert qu'il y avait parmi ces textes des faux, notamment des très beaux poèmes. Je pensais pendant un certain temps qu'Hitler avait écrit des beaux poèmes quand il était au front, et il s'est avéré que c'était des faux qui étaient très très bien faits. Donc, voilà, encore une fois, on a très peu de documents et il faut se méfier. Dans sa formation politique théorique, que peut-on dire de sa culture théorique ? Parce que à plusieurs reprises, vous parlez des livres qu'il a possédés ou qu'on lui a prêtés, mais en insistant sur le caractère un peu superficiel de ses connaissances. C'est-à-dire, est-ce qu'il les a lus, ces livres, ou est-ce qu'il s'est contenté de piocher là-dedans les éléments qui confortaient son système de pensée ? Au niveau purement scolaire, on pourrait dire aujourd'hui que Hitler avait le niveau brevet des collèges. Donc il a rapidement arrêté les études, et sur quoi tous les témoignages concordent, c'est que Hitler lisait énormément, mais ne piochait que ce qui l'intéressait, ne gardait de ce qu'il lisait que ce qui confortait ses opinions. Et ça, même sa secrétaire, quand elle a écrit à la chancellerie du Reich, quand elle a écrit après la guerre, etc., tout le monde le dit. Il ne gardait que ce qui l'intéressait.
Il y avait un dentiste qui s'appelait Friedrich Krohn, qui a qui avait une très grosse bibliothèque, qui a été un des premiers membres du NSDAP et qui a prêté beaucoup de livres et qui avait des listes des livres qu'il prêtait. Donc ça nous permet de savoir ce qu'Hitler a lu. Il a été interrogé par les Alliés en 1945 et c'est assez concordant avec ce que je peux voir moi qui apparaît dans les discours d'Hitler. Mais encore une fois, on imagine mal Hitler lire vraiment Schopenhauer, puisqu'il est réputé avoir Schopenhauer en permanence sur lui, même au front. Enfin bon, c'est très très peu crédible. Schopenhauer, Nietzsche, enfin tous les grands penseurs, des livres d'histoire. Donc on peut penser qu'il les a consultés. Qu'est-ce qu'il en a retenu? Ça, c'est très difficile à savoir. Et on sait par exemple s'il a lu Marx et Engels? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas, ne serait-ce que parce que c'est quand même une lecture assez compliquée qui suppose déjà si je prends le Capital, il faut quand même déjà des très bonnes connaissances en économie et je ne pense pas qu'Hitler les avait. D'accord. Honnêtement. Alors, peut-être le manifeste du Parti communiste. Ça, c'est tout le monde peut lire ça. En fiche lecture. En fiche lecture, voilà. Alors, si les talents oratoires d'Hitler sont incontestables, on peut pas en dire autant de ses talents d'écrivain. J'avais eu l'occasion de recevoir ici même Olivier Maloney, qui avait retraduit Mein Kampf pour la version critique parue chez Fayard en 2021, et on avait discuté de la langue d'Hitler dans Mein Kampf. On avait dit qu'elle n'était pas parfaitement structurée et qu'elle était même parfois difficile à comprendre pour ses contemporains. Est-ce que stylistiquement vous retrouvez la même chose dans ses écrits antérieurs? Alors, moi, j'ai pas travaillé sur les mêmes documents qu'Olivier Maloney avec Mein Kampf, parce que moi, je travaille essentiellement sur les discours. Et les discours sur lesquels je travaille, en fait, ce dont on dispose, ce sont essentiellement des comptes rendus faits par la police ou l'armée qui venaient écouter tous ces groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche qui parlaient à Munich. Donc, soit on a des phrases clés, mais c'est pas les phrases telles qu'Hitler les a prononcées. On a donc le fameux discours sur lequel j'ai travaillé de 1920, pourquoi sommes-nous antisémites? Ça, c'est écrit par Hitler, peut-être réécrit après, ça je ne sais pas. Donc là, on a effectivement des éléments de langage. Et puis, on a la lettre qu'il a écrite à un certain Gemlich en 1919, où là, par exemple, on peut remarquer qu'il dit « progrom » au lieu de « pogrom ». Et ensuite, à la fin de mon livre, j'ai traduit un grand dialogue avec son mentor, dont on parlera sans doute, qui s'appelle Dietrich Eckart. Et là, le dialogue est écrit par Eckart. Donc moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur la langue d'Hitler à proprement parler. Mais bon, on sait très bien que c'était pas effectivement une langue très châtiée. Même quand on l'entend, quand on a les enregistrements, il a un accent bavarois très très fort ou autrichien très fort. C'est pas une très belle langue. Dans les termes qui sont pratiquement intraduisibles, il y a Völkisch. Est-ce que vous pouvez nous dire donc brièvement en quoi consiste ce courant intellectuel et politique en Allemagne et est-ce que Hitler s'inscrit dans cette mouvance? Donc Völkisch, donc c'est un mot que je ne traduis pas et que parfois on traduit à tort en français par nationaliste, raciste, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un mélange de tout. Ça part du mot Volk. Le mot Volk en allemand, il faut partir du 19e siècle, c'est plutôt un mot qui relève de la gauche au départ, à l'époque où les nationalistes allemands, donc qui étaient de gauche, voulaient une union des peuples allemands, après le traité de Vienne, des peuples allemands autour de ce qui est allemand. Et qu'est-ce qui est allemand? C'est la langue et le sang. Les gens qui partagent le sang allemand, et donc ça peut aller très très loin, jusqu'en Prusse orientale, et qui partagent cette langue allemande. Ensuite, le mouvement Völkisch a évolué vers la droite, enfin la notion de folk, et puis le mouvement Völkisch vers la droite, voire l'extrême droite. Et donc Völkisch, c'est tout ce qui se rapporte au peuple en tant qu'unité ethnique et culturelle. Et Hitler, évidemment, s'inscrit dans ce mouvement Völkisch, et il y avait des centaines de groupuscules Völkisch autour de 1900, 1930. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur eux, et ils ont vraiment profondément marqué la pensée allemande de droite et d'extrême droite de ces années-là. Et donc Hitler hérite, directement ou indirectement, c'est ça qui est compliqué à savoir, de toutes ces publications Völkisch, donc beaucoup de petits recueils d'une quinzaine de pages, ou des livres de centaines de pages, mais qui ont été énormément vendus, énormément lus. Et est-ce que cette pensée Völkisch, est-ce qu'elle exige une pureté de la race germanique, et est-ce qu'il y a une composante antisémite obligatoire là-dedans? Quasiment obligatoire, oui. Ouais. Oui, on peut dire obligatoire, oui. Puisque les Juifs, dans cette logique-là, n'appartiennent pas au folk. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent être baptisés chrétiens, il y en a eu beaucoup au cours du XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, qui sont devenus chrétiens pour accéder à certaines professions, par exemple, mais ils restent, aux yeux de ces gens-là, de toute façon juifs. Donc ils n'appartiendront jamais au folk.
On l'a dit au début, au sortir de la guerre, le seul lien finalement avec la société d'Hitler, c'est l'armée. Et c'est l'armée qui l'envoie, on va dire, infiltrer, pour employer un mot moderne, ces groupuscules nationalistes. Mais quel est le sentiment général dans l'armée à ce moment-là ? Est-ce qu'on est nationaliste, socialiste, antisémite ? Le commandement de l'armée est nationaliste, plus ou moins antisémite, ça dépend vraiment des gens. Il y a aussi des juifs qui étaient officiers, donc il n'y a pas d'antisémitisme systématique. Mais en tout cas, nationaliste, oui. L'armée, très très majoritairement, était hostile à la République. Mais l'hostilité à la République, elle était partagée par certains courants de gauche. Il faut bien savoir que c'était une République qui s'est retrouvée comme ça, presque imposée. Enfin, en tout cas, le traité de Versailles, lui, a été imposé. La thèse centrale du livre, c'est que l'antisémitisme d'Hitler s'est donc affirmé progressivement, entre 1919 principalement et 1923, jusqu'à devenir le point central de ses croyances. Et je voudrais revenir sur quelques étapes fondamentales dans ce processus. Le 24 février 1920, Hitler énonce le programme du parti nazi lors d'une réunion publique. Donc c'est le fameux programme en 25 points, et dont il n'est pas le seul auteur. Et quelques mois après, le 13 août 1920, il prononce toujours à Munich ce fameux discours nauséabond « Pourquoi nous sommes antisémites ?» qu'a priori il a écrit seul et que vous reproduisez d'ailleurs intégralement. Est-ce que la comparaison de ces deux textes à quelques mois d'écart permet de mieux cerner la pensée individuelle d'Hitler ? Alors, pour ce qui est du programme du parti, on ne sait pas si Hitler l'a coécrit. En février 1920, Hitler n'est pas encore très important dans le parti. C'est à lui qu'on a demandé de le prononcer, de le déclamer, parce qu'il avait un certain talent qui a été repéré tout de suite, effectivement. Mais c'est pas du tout certain qu'il l'ait écrit. C'est d'autant moins certain que Hans Frank, après la guerre, n'a pas dit que Hitler l'avait écrit. Or, s'il avait été co-auteur, Hans Frank l'aurait sûrement dit. Par contre, effectivement, pourquoi sommes-nous antisémites ? Août 1920, pour moi, là, c'est vraiment... C'est lui. Oui, c'est lui, et c'est vraiment le tournant essentiel. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est sûrement pas que Hitler n'était pas antisémite à Vienne. Encore une fois, c'est qu'il est passé d'un antisémitisme classique, banal, avec des grosses guillemets, à un antisémitisme fanatique, et que ça s'est joué dans le courant de l'année 1920, à partir en tout cas de mai, juin, juillet, août, voilà. Enfin, août, c'est clair. Et donc il s'est passé quelque chose, il y a eu un basculement. Et ce discours, d'ailleurs, vous le dites, c'est le premier disponible en intégralité. Exactement, oui. Et en gros, il y a deux parties. La première partie où il parle du travail, et la deuxième partie où il parle de la question juive du point de vue racial, pour arriver à la conclusion d'une incompatibilité profonde, irréversible, entre la race juive et la race germanique. Et vous analysez d'ailleurs ce discours. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les étapes du raisonnement logique, purement logique, qu'il développe ? Oui. Alors, le discours dure 3 heures, donc là, je sais pas combien de pages ça fait en version traduite, mais ça fait beaucoup de pages. Oui, ça fait beaucoup de pages. Donc évidemment que j'ai assorti de commentaires pour expliquer, et aussi, encore une fois, pour ne pas livrer ce genre de texte comme tel. Hitler dit, nous sommes nationaux-socialistes, donc et à l'époque, le national-socialisme est encore un parti, je dirais, très socialiste. Il s'adresse aux ouvriers et aux petits commerçants. Petite classe moyenne. Et donc il dit, est-ce que vous attaquez le travail ? Et il dit, non, nous on n'attaque pas du tout le travail, ni le capital, parce qu'on considère que ça, ce sont des valeurs aryennes. Et donc il va remonter à l'histoire fantasmée des Aryens dans le Grand Nord, et qui sont obligés de lutter pour survivre, parce qu'il fait froid, etc. Et ensuite il va expliquer donc que le travail est une valeur fondamentalement aryenne. Donc nous, NSDAP, on n'a rien contre le travail, ni le capital. Par contre, chez les Juifs, il dit, écoutez, on va prendre la Bible. Il n'a pas été seul à faire ça. Et puis, si j'ouvre la Bible, au début, la Genèse, je lis, Dieu dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est quand il le chasse du jardin d'Éden. Et donc, vous voyez, les Juifs n'aiment pas le travail. D'où deux approches totalement différentes. Et donc, les Juifs n'aiment pas le travail, ils ne sont pas créateurs de culture, ils vivent en parasites, et eux, le capital qu'ils aiment, c'est uniquement le capital boursier. Ils travaillent, ils font fructifier l'argent. Et donc, vous voyez, deux approches totalement différentes du travail qui nous révèlent deux âmes raciales, deux visions du monde totalement différentes, deux races incompatibles. C'est ça sa logique. Alors, nationaliste et socialiste, le parti nazi n'était pas le seul à l'être à ce moment-là. Pas du tout, non. Est-ce que l'antisémitisme est une caractéristique de ce parti-là ?
Pas particulièrement. non. Il y avait énormément de partis très très proches, de partis folkish nationalistes, etc. Il y avait un parti national-socialiste en Autriche. D'ailleurs, ça pose des problèmes quand on lit les documents parce qu'on ne sait pas toujours de quel il est question. Non, c'était vraiment le NSDAP comme un petit parti parmi d'autres. Vraiment absolument pas original. Hitler n'était pas original, le parti n'était pas original, les idées développées n'étaient pas absolument pas originales. Alors Hitler, il reprend beaucoup les idées politiques d'un économiste qui s'appelle Gottfried Feder, qui est membre aussi du parti nazi, sur les chaînes de l'usure, comme quoi les peuples sont liés par le prêt, la bourse, etc. Mais il y a une différence fondamentale entre Hitler et Feder, c'est que Feder ne dénonce pas uniquement les juifs. Il les dénonce, mais il dénonce aussi les capitalistes anglo-saxons, et également les communistes qui, selon lui, n'auraient pas suffisamment lutté contre ce capital de prêt. Alors, comment on explique qu'au cours du printemps 1920, finalement, Hitler cristallise vraiment sa haine contre les Juifs ? Alors Gottfried Feder, effectivement, au départ c'est un ingénieur, mais bon, il s'est passionné pour l'économie et il est devenu l'économiste du parti. En fait, dans le fameux livre de Feder sur les chaînes de l'usure, qu'Hitler a connu assez tôt et qui ensuite va inspirer tous les points du programme du parti en rapport avec l'économie, Feder ne nomme pas vraiment les Juifs, mais on sent que derrière ça, il pense aux Rothschild. Et là encore, on a la vieille thématique des Rothschild qui ont des membres de la famille dans les différents pays d'Europe. Donc quand ils s'en prennent aux anglo-saxons, c'est aussi les Rothschild d'Angleterre, les Rothschild des États-Unis, c'est le pouvoir juif qui est dans le monde entier en fait. L'influence de la presse, on retrouve tous ces lieux communs. Tout ça, tout ça sont là encore des lieux communs folkish, il y en a des tonnes. Des écrits là-dessus, il y en a des tonnes. Vous écrivez à propos de ce discours, donc je vous cite que Hitler expose pour la première fois de manière systématique sa croyance en une altérité indépassable de la race juive. Est-ce que, à cette époque, déjà, il emploie le vocabulaire biologique pour déshumaniser les juifs, les parasites, les sangsues, les bacilles, etc.? Alors, en 1919, le premier texte qu'on a, donc c'est une lettre qu'il écrit à la demande du capitaine pour lequel il travaille, le capitaine Mayer. Il écrit une lettre à laquelle il répond à une question sur l'antisémitisme. Bon. Et là, effectivement, on n'a pas du tout le vocabulaire biologisant. Ça manque, entre guillemets, par rapport à son idéologie quand elle sera fixée. En 1920, Pourquoi sommes-nous antisémites, ça commence à poindre. Mais il faudra vraiment, vraiment attendre Mein Kampf pour que Hitler ait vraiment cette pensée biologisante. Voilà. Ce qui apparaît, par contre, en 1920, c'est l'idée de complot international. Voilà. En 1919, il manquait deux choses, le côté biologique et le complot. En 1920, le complot arrive. C'est-à-dire qu'il y a un projet juif de domination sur le monde. Et ça, c'est absolument essentiel. Vous avez parlé un peu de la Bible, puisque Hitler cite souvent la Bible en référence. Alors, dans le discours d'août 1920, vous rapportez aussi un peu la réaction de la foule qui évidemment est enthousiaste. Il y a juste quand même un passage que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il dit qu'on peut pas accuser la Bible d'être écrite par un antisémite. Oui, bon, c'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la Bible? Est-ce qu'il l'a lu ou est-ce qu'en fait il se contente de prendre des références et de les déformer? Non. Hitler était catholique. Il n'a jamais quitté l'Église catholique, contrairement par exemple à Himmler. Il a toujours considéré qu'il était catholique. Bon, faut voir que en Autriche, quand il était petit, les gens étaient catholiques et avaient une éducation très religieuse. Donc non, la Bible, il la connaît vraiment. Si on parle plus tard du dialogue avec Eckhart, c'est truffé de citations bibliques. Eckhart était catholique aussi, et donc lui, il était bavarois. Mais ils ont, je pense, une très bonne connaissance des textes que la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont pas. Alors, Eckhart, justement, venons-en. Oui. Donc, parce que la structuration de la pensée d'Hitler, elle doit à l'influence de nombreux mentors et des personnages qu'il côtoie. Et il y en a un qui est au centre de la galerie, qui est Dietrich Eckart. Alors que je ne connaissais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas connu. Non, c'est normal. Ah, d'accord. non, Dietrich Eckart. Parce qu'au départ, c'est un auteur de théâtre et de poésie. Oui, Dietrich Eckart est inconnu en France, faut le dire, et très mal connu en Allemagne. Il y a que les spécialistes qui le connaissent. Il est mentionné dans les livres d'histoire générale, mais en général, il y a 3 lignes sur lui. Et justement, moi, mon travail, ça a été aussi, j'ai aussi publié des articles avant ça le concernant, ça a été de montrer le rôle essentiel de Dietrich Eckart. Je pense qu'il mériterait d'être mieux connu en France.
Parce que c'est quoi son parcours, alors au départ littéraire, mais après surtout journalistique et politique? Oui, Dietrich Eckart, bon, pour fixer les choses, donc c'était un Bavarois, il est comparé à un gros Morse, donc c'était un gros Bavarois, buveur de bière, bon, il y a parfois des qualificatifs peu gentils, peu amènes, et il a une génération de plus que Hitler, il aurait pu être son père. Et il a commencé par auteur de théâtre, absolument en ayant très très peu de succès. Et à chaque fois, enfin rapidement, il a attribué ses échecs à l'influence des Juifs sur la presse et le monde du théâtre. Il y a eu une seule pièce qui a eu du succès, c'est sa traduction de Peer Gynt de la pièce de Ibsen, de la pièce norvégienne, et ça a tellement plu à l'empereur Guillaume II qu'il a eu des subventions. Voilà, ça a été son seul succès. Plus tard, il a créé son journal, un journal extrêmement antisémite, Auf gut Deutsch, en bon allemand, et il s'est beaucoup impliqué au moment de la révolution communiste en Bavière en 1819 pour lutter contre le communisme. Et il a eu des liens étroits avec le début du NSDAP, et c'est lui qui a financé l'achat du journal du NSDAP, le Völkischer Beobachter, parce que il avait quand même certains revenus. Et il est mort en 1923, juste après le putsch, auquel il n'a vraisemblablement pas participé. Donc il apporte finalement des talents organisationnels, financiers à Hitler, idéologiques aussi, parce que on sait que Hitler réécrit toujours l'histoire a posteriori pour montrer qu'il est autodidacte. Donc comment on peut déceler l'influence de quelqu'un comme Eckart sur la pensée d'Hitler? Eh oui, là, c'était justement l'enjeu du livre. Alors comment est-ce que j'ai procédé? Déjà, c'est pour ça que c'était long. Oui. Donc lecture systématique de tout ce qu'a écrit Eckart, et puis en croisant avec ce qu'écrivait ou ce que disait Hitler à l'époque. Si je prends Eckart, il a ses petites manies dans son journal en 1919, qui cite toujours Schopenhauer, et Hitler va se mettre à citer Schopenhauer. Eckart va citer certains passages de la Bible, paf, ils vont apparaître dans les discours d'Hitler. D'accord. Donc progressivement, il y a des choses qui apparaissent chez Hitler. Bon, on sait historiquement que Eckart a emmené Hitler rencontrer des chefs d'entreprise à Berlin pour lui faire connaître le milieu financier. Il lui a appris à parler, il lui a appris à s'habiller, à se tenir correctement, sans être péjoratif. C'était vraiment le provincial, très très provincial. Et même à Munich, ça tranchait. Alors évidemment, Hitler va s'émanciper petit à petit d'Eckart, comme avec beaucoup d'autres. Mais cependant, il y a dans le second tome de Mein Kampf, la dédicace à la fin est assez inhabituelle pour Hitler. Je la cite, il dit « Je veux aussi compter parmi ces héros un qui consacra sa vie à la résurrection de son peuple, de notre peuple, par ses écrits, par sa pensée et finalement par son action, Dietrich Eckart. » Alors on sait que Hitler n'est pas toujours sincère, il instrumentalise cela, mais quelle place il réserve à Eckart dans le panthéon nazi, notamment quand ils arrivent au pouvoir? Oui, c'est ce à quoi j'ai consacré le 4e chapitre. En fait, c'est l'instrumentalisation du personnage d'Eckart. Parce qu'en fait, je disais qu'Eckart était mort en 1923, juste après le putsch. Pendant l'année 1923, Eckart, il a été condamné par la justice de la République de Weimar, et il est allé se réfugier à Berchtesgaden, vous savez, dans les Alpes bavaroises. À ce moment-là, Hitler a quasiment coupé les ponts avec lui. Eckart s'est plaint de ne plus voir Hitler. Eckart est de plus en plus critique vis-à-vis d'Hitler. Eckart, visiblement, n'a même pas été informé du putsch. Bon, là, il y a un certain flou, parce que il y a des choses qui se disent pas trop, mais on déduit en creux qu'Eckart n'a pas participé au putsch. Il a été emprisonné quand même après le putsch, et il est mort juste après avoir été libéré de prison, fin 1923. Hitler, évidemment, était en prison, n'était pas à son enterrement, mais Hitler, de toute façon, avait pris ses distances. Il avait passé la direction du Völkischer Beobachter à Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti, et ensuite, Hitler a quasiment gommé toute l'influence qu'Eckart a pu avoir sur lui. Simplement, progressivement, il va utiliser son personnage, donc il va y faire référence à la fin de Mein Kampf, parce que Eckart était connu dans ces milieux-là. Il était vraiment connu, c'était une figure de référence. Et puis ensuite, sous le Troisième Reich, il y aura des statues d'Eckart, il y aura un hôpital Eckart, il y aura même ça existe toujours aujourd'hui à Berlin, une tribune de concert Eckart. Je voulais faire une blague, l'université Descartes. Non, là ils sont pas allés jusque là. Ok, alors pourtant Eckart garde une admiration pour Hitler. Oui. Quand on voit la façon dont il parle de lui, c'est vraiment le Führer, un terme qui arrive dans le champ politique public fin 1922. Pour lui, c'est la personne qui doit porter les idées du parti. Le dernier livre de Descartes sort de manière posthume en 1925, donc 2 ans après sa mort. Il s'intitule « Le bolchevisme de Moïse à Lénine ».
une conversation entre Adolf Hitler et moi. Alors, c'est pas exactement une conversation unique retranscrite fidèlement. On voit bien que c'est Eckart qui écrit et vous l'avez dit, stylistiquement, on voit que les réponses d'Hitler sont plus proches de la façon de s'exprimer de Descartes. Alors, premièrement, vous avez fait le choix de traduire intégralement et d'inclure ce livre. Pourquoi ce choix ? En fait, je suis partie de Eckart. On m'a suggéré de traduire ce texte qui était important et pas du tout connu. Donc, je suis partie de la traduction. Et puis, évidemment, il fallait le commenter. Voilà. Oui, je précise qu'il y a un appareil critique important. Eckart lui-même avait fait des notes de bas de page, oui. Et vous, il y a plus de notes de critiques que de notes de bas de page. Oui, parce qu'en fait, je me retrouve face au même problème que lorsque, en France, Mein Kampf a été retraduit, donc chez Fayard. C'est pas évident non plus de traduire ce genre de littérature. Le texte de Eckart, je le trouve assez fort. Encore une fois, Eckart avait quand même un certain talent littéraire. Même si là c'est juste une conversation, que le texte est inachevé, il y a des choses qui auraient peut-être dû être retravaillées, mais il se lit globalement assez bien. Et donc on va pas non plus donner ce genre de littérature comme ça, parce que là celui-là il se trouve pas vraiment en version française, il y a qu'une version très mal traduite, illisible, donc il fallait mettre un gros appareil critique. Donc j'ai traduit ça, et puis de fait ça m'a amené à travailler sur Eckart. En fait, c'est l'inverse du sens du livre, du chapitre. Et travaillant sur Eckart, j'ai été amenée à travailler sur les débuts d'Hitler et à voir comment Eckart a vraiment joué un rôle de mentor. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de références bibliques, donc c'est quoi ? C'est un historique de la question juive ? C'est ça. Là, le texte commence par Hitler, donc il s'appelle Il, dans le discours. Il est pas nommé. Il y a que sur la couverture, dans le titre, qu'il est nommé comme Hitler. Sinon, c'est il. Bon. Pronom personnel. Il dit, on ne sait pas considérer l'histoire du monde. Voilà. Et il dit, ce qui explique tous les événements mondiaux, c'est le fait qu'il y ait une présence qui influence le cours des choses. Et cette présence qui influence le cours des choses, ce sont les Juifs. Et donc, les deux personnages qui dialoguent vont relire l'histoire du monde depuis l'Égypte ancienne, jusqu'à leur époque, donc la Révolution, les années 1920, en disant à chaque fois, oui, vous voyez, c'est les Juifs qu'on fait ci, c'est les Juifs qu'on fait ça. Voilà. Et de fait, ça part de l'Égypte ancienne et c'est vu d'un point de vue biblique. On a tous les récits, Moïse, Joseph et ses frères, etc. Enfin, les grands récits bibliques lus, justement pas du point de vue de la Bible, mais d'un point de vue antisémite. Et vous pensez que le contenu a influencé Hitler, parce qu'il est sorti donc de manière posthume. Est-ce que ce sont des conversations complètement imaginées par Eckart, ou est-ce que ce qu'on y trouve a pu influencer Hitler ? Ça, c'est la question très très intéressante. En fait, c'est un historien allemand qui s'appelle Ernst Nolte, qui, dans les années, je crois, 70 ou 80, donc, a signalé que ce discours existait, et pour lui, c'est authentique. On l'a un peu oublié, puis d'autres historiens en ont un peu discuté. Ce qui est certain, c'est que le texte est réécrit. Bon, Hitler ne parlait pas comme ça. Je pense quand même que sur le fond, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange. On peut même penser que ça s'est tenu vers le milieu de l'année 1923, l'été 1923, je ne sais plus, quand Hitler est venu rendre visite, la seule fois où il est venu rendre visite à Eckart à Berchtesgaden. Voilà. C'est probablement à ce moment-là que ça a été écrit. Et Eckart, donc vous le disiez, cite beaucoup, donc il met des notes de bas de page de son texte, il cite ses sources, et il y a des erreurs. Et en fait, quand il a été emprisonné après le putsch, il demandait à être libéré, il disait « Je suis en train de travailler sur un texte que je voudrais bien terminer, et il faut que je vérifie aussi mes sources. » Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il laisse le livre inachevé en proposant à Hitler, s'il veut bien, de terminer le livre. C'est l'éditeur ? Oui, c'est l'éditeur, parce que Eckart donc meurt, le livre est inachevé, et l'éditeur dit « Nous espérons que monsieur Hitler va terminer le livre. » Ce qui accrédite le fait que c'est réel. Bon. Et ensuite, sous le Troisième Reich, quand il y aura des livres sur Eckart, ce texte-là soit ne sera pas cité, soit sera cité sans la mention, un dialogue entre Adolf Hitler et moi. Voilà. Aujourd'hui, le livre est disponible sur Internet, alors en version allemande et anglaise, je crois. Alors en version allemande, version anglaise, j'ai trouvé, je disais, une version traduite française, mais vraiment pas claire. Et quelle réception il a ? Est-ce que c'est un livre de chevet de tous les cercles anti-néo-nazis, ou est-ce que c'est très très confidentiel ? Aujourd'hui. Non, c'est très confidentiel. Très confidentiel, oui, d'accord. Oui. Pour terminer, Anne, j'ai une question que j'imagine qu'on vous pose tout le temps. Dans le discours notamment de 1920, Pourquoi nous sommes antisémites, et puis ses écrits de l'époque, il parle d'une réponse politique, législative à la question juive. Est-ce qu'on y trouve des prémices sur la violence et sur ce qui deviendra la solution finale ? Alors,
Au niveau législatif, oui, il y a déjà des choses, mais en fait, là encore, c'est pas du tout original, parce que si on prend certains penseurs, on va dire Völkisch pour faire simple, de la fin du 19e siècle en Allemagne, il y avait déjà des choses beaucoup plus violentes, enfin des projets beaucoup plus violents. Je pense à des gens comme Eugen Düring, qui était un socialiste antisémite, Wilhelm Marr, etc. Ils avaient déjà des projets qui ressemblent énormément à ce qui sera mis ensuite en place sous le Troisième Reich. Donc, oui, il y a des projets, mais les termes, c'est plutôt éloignement. Enfin, on veut séparer les juifs de la communauté nationale. Voilà, il n'y a pas du tout de projet d'extermination. Oui. Même de déportation, c'est anachronique de parler de ça à l'époque, quoi. Déportation, ça commence chez certains, voilà. Ouais. Mais c'est pas dans le NSDAP qu'on trouve les choses les plus précises et les plus violentes. Merci beaucoup, Anne Cajot. Avec plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, Avant Mein Kampf, les années de formation d'Hitler, chez CNRS Éditions. Une très belle couverture, très sobre, très saillante. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir, merci beaucoup. Merci. Et je remercie nos éditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.